Cain est un loser bécasse qui est mort en sauvant 2 filles. Il s'est réincarné en mage surpuissant avec des compétences cheatées illimitées, alors il a décidé de détruire ses ennemis et de se faire son propre harem. Dans sa vie passée, il s'est fait poignarder en essayant de protéger 2 filles poursuivies par un cinglé, et en se vidant de son sang sur le trottoir, les filles se sont précipitées vers lui en larmes, le laissant se demander si c'était vraiment la fin. Au lieu de l'oubli, il s'est réveillé dans une chambre royale inconnue et ridiculement luxueuse. En se regardant dans le miroir, il a vu un visage complètement différent, le faisant paniquer. Il se demandait ce qui se passait, mais a vite compris qu'il était dans un monde de magie, mais qu'il ne pourrait pas pratiquer légalement avant son baptême à 5 ans. 2 ans plus tard, le jour de son baptême, il fut emmené au temple des dieux qui avait le pouvoir d'accorder magie et protection aux humains. Alors que le prêtre l'annonçait aux dieux, une vive lumière a soudainement brillé, et Cain a eu une vision de 7 dieux en réunion. Ils l'ont accueilli, et la déesse de la mort et de la renaissance lui a révélé que sa naissance était inattendue, le choquant. Elle lui a dit que les filles ne seraient pas mortes, même s'il n'avait rien fait, car le voyou aurait trébuché. Cain a immédiatement compris que sa mort héroïque avait été inutile, et toute son estime de soi s'est effondrée. Cependant, elle lui a dit que son acte était toujours considéré comme une bonne action. C'est pourquoi ils ont choisi de le réincarner dans ce monde et lui ont donné leur protection. Plus tard, lors du dîner, Garm a redemandé le statut de Cain. Sûr de l'avoir caché, il l'a révélé pour réaliser que la dissimulation n'avait servi à rien. Ils furent tous choqués par son niveau de statistiques démentielles, et Garm l'avertit de ne jamais montrer cela à qui que ce soit, car cela pourrait être considéré comme une menace pour le royaume. Cain retourna dans sa chambre, se demandant quel était le problème, puis trouva un livre de sorts sur son lit. Il pensait pouvoir l'utiliser pour invoquer des animaux mignons, et sortit pour s'entraîner, pour finalement invoquer un monstre puissant qui faillit anéantir sa sœur et une autre fille. Il se souvint instantanément de la même scène de sa vie passée, et se mit immédiatement à l'action pour les protéger. Le monstre l'aurait envoyé dans un autre monde de réincarnation, mais il était déterminé à ne pas laisser les filles pleurer comme dans sa vie précédente, et réussit à vaincre le monstre avec son sort. Les filles coururent vers lui, effrayées, et réalisant qu'il allait bien, elles commencèrent à sourire, le rendant heureux de ne pas les avoir fait pleurer cette fois. Le lendemain, lors de la cérémonie de début de Cain, son père lui demanda ce qu'il voulait devenir, et il annonça qu'il deviendrait aventurier pour protéger les sourires de chacun. Après avoir entendu les ambitions de Cain, Garm lui dit que cela nécessiterait une étude sérieuse, alors il organiserait un tuteur, ce qui excita instantanément Cain. Il passa le reste du temps à stresser sur l'identité du tuteur. Et au moment où il entendit qu'ils étaient arrivés, il se précipita à la fenêtre et déclencha accidentellement un sort de téléportation qui le lança dehors, résultant en une très courte chute libre. Heureusement, il atterrit sur quelque chose de mou et gonflable, évitant la mort par gravité, et réalisa rapidement qu'il y avait 2 tuteurs, provoquant des excuses frénétiques. Le majordome les présenta comme Millie et Nina, après quoi ils rencontrèrent Garm, qui les informa qu'ils enseigneraient à Cain pendant les 3 prochaines années. Ils commencèrent son entraînement avec Millie, lui enseignant l'escrime. Elle lui dit de montrer ce qu'il pouvait faire, et fut choquée de voir le garçon manier son épée en bois comme un pro, à tel point que Nina dit à Millie qu'il pourrait même être meilleur qu'elle. L'ego de Millie fut touché, et elle défia le jeune frère à un combat simulé. Elle fut immédiatement débordée lorsqu'elle réalisa qu'elle ne pouvait pas égaler son espace. Et les tuteurs se demandèrent si ce type était vraiment jeune ou un saint de l'épée avec des carences de croissance. Nina demanda s'il avait la protection du dieu de la guerre, et il répondit oui, ajoutant que son père lui avait demandé de ne le dire à personne. Millie le transféra rapidement à Nina qui s'occuperait de la magie. Nina lui dit qu'elle avait une protection de niveau 3 du dieu de la magie, et suggéra de commencer par les bases. Mais le petit Cain ignora cela, en disant qu'il avait déjà tout appris. Il montra tout ce qu'il avait appris du livre de magie avec aisance, démontrant tous les éléments de la magie, ce qui surprit Nina, car quelqu'un de son âge ne devrait pas pouvoir lancer de magie sans incantation et maîtriser les 4 éléments avec autant de puissance. Ils lui demandèrent s'il avait aussi la protection du dieu de la magie et furent surpris lorsqu'il répondit oui. Millie murmura à Nina qu'elle doutait qu'il puisse lui apprendre quoi que ce soit puisqu'il était déjà si doué, ce qui donna la chair de poule à Nina. À ce moment-là, Bro invoqua une serviette d'une boîte à objets, les choquant, et ils raisonnèrent qu'ils étaient peut-être ceux qui avaient besoin d'être enseignés. Cependant, voyant que le terrain d'entraînement était trop petit pour ses pouvoirs, ils pensèrent avoir besoin d'un autre endroit. Cain suggéra de l'entraîner en dehors du manoir, et ils rencontrèrent tous son père pour demander la permission de sortir, car Cain avait dépassé le niveau débutant et avait besoin de passer à l'intermédiaire. Une fois dehors, Nina lui dit d'essayer de la magie de niveau intermédiaire, mais Cain déclencha une explosion de feu qui faillit provoquer un tremblement de terre les choquant. Tout en étant encore émerveillé, un lapin monstre vint attaquer, mais Cain l'abattit en un seul mouvement. Maintenant qu'il voyait qu'il n'avait pas besoin de protection, Nina suggéra de combattre des monstres, alors elle utilisa immédiatement la recherche magique pour découvrir des monstres à 300 mètres. Cain fut amusé par cela et lui demanda comment elle avait fait, ce à quoi elle répondit qu'elle avait simplement étendu son sens magique. Cain essaya immédiatement et réussit, choquant les 2 filles.
Ils allèrent chasser des monstres, et après les avoir durement frappés, le dernier s'enfuit. Alors Cain essaya de le poursuivre, mais les tuteurs l'avertirent de ne pas entrer dans la forêt, car des monstres dangereux y vivaient, et provoquaient une épidémie dans la ville tous les quelques décennies. Cain comprit que c'était pourquoi le mur de la ville était si fortifié. Alors les filles lui dirent de devenir plus fort pour pouvoir un jour protéger la ville. De retour à la maison ce soir-là, Cain vérifia ses statistiques et découvrit avec stupeur qu'il avait gagné 100 niveaux. Et il craignait qu'à ce rythme, il ne soit pas seulement sous surveillance étatique s'il découvrait son statut, mais qu'il soit plutôt traqué et éliminé. Il jura contre ses dieux pour lui avoir donné ses pouvoirs fous, alors qu'il voulait juste devenir aventurier et vivre une vie paisible avec un harem. Le lendemain, les filles décidèrent de l'emmener à la guilde pour obtenir des informations sur des monstres plus puissants que Cain pourrait combattre, car tous les lapins monstres semblaient trop faibles pour lui. Cela l'excita, mais alors qu'il parlait à la réceptionniste, ce buffle laid avec un barbier qui le déteste visiblement, essaya d'intimider Nina et Millie, mais Cain intervint en tenant la main du type. L'idiot se mit en colère et essaya de montrer sa force sur un jeune garçon, mais Cain utilisa lui et ses hommes pour essuyer le sol. Nina et Millie furent surprises qu'ils connaissent aussi les arts martiaux, et il répondit qu'il l'avait appris dans des livres. 3 ans plus tard, alors que le tutorat de Cain touchait à sa fin, Sylvia vint signaler que Millie et Nina avaient refusé de prolonger leur contrat avec Cain. Elle demanda si elle devait les recontacter pour leur dire de reconsidérer, mais Cain répondit non, disant qu'il ne voudrait pas les retenir. Cependant, il était reconnaissant pour tout ce qu'elles avaient fait pour lui pendant la période d'entraînement, et pensa à un moyen de les récompenser. Il se souvint que Millie avait une fois mentionné qu'elle avait besoin d'un sac magique, mais n'en avait pas eu car elle était fauchée. Alors il décida de faire quelque chose à ce sujet. Il se dirigea vers la forêt profonde pour combattre des monstres très dangereux immédiatement. Et pendant ce temps, un immense brasier s'éleva dans le ciel, faisant croire à la ville qu'une autre invasion de monstres était imminente. La ville envoya immédiatement des chevaliers, tandis que les citoyens tremblaient et priaient ces clowns au début. Pendant ce temps, Cain a éliminé les monstres comme des mouches et s'est rapidement retiré, mais son mouchoir brodé est tombé. Lorsque les chevaliers arrivèrent sur les lieux, ils furent choqués de ne sentir aucun monstre autour, et lorsqu'ils se demandèrent qui avait causé l'énorme cratère au sol, ils trouvèrent soudainement le mouchoir et réalisèrent d'où il venait. Le lendemain, après avoir éliminé des monstres, il présenta les sacs magiques à Nina et Millie, et elles se demandèrent comment il les avait obtenus. Il leur dit qu'il les avait obtenus des peaux d'un ogre sanglant et d'un dragon de terre, choquant les filles, car même des aventuriers de rang auraient du mal à vaincre de tels monstres. Il les remercia enfin de lui avoir appris à manger et d'autres bases. Et alors qu'elle s'apprêtait à partir, elles l'embrassèrent et lui dirent qu'ils pouvaient toujours les appeler à l'avenir quand ils seraient grands. Peu après, Cain fit une séance d'entraînement absurde, éliminant un dragon, et fut stupéfait de la rapidité de sa progression, tout en restant discret. 2 ans plus tard, sa famille et lui prirent la route pour la capitale royale en calèche pour ses débuts officiels. En chemin, Cain sentit des monstres approcher 10 humains à 3 km et pressa son père d'accélérer pour intervenir. Garm fut choqué que la magie de détection de Cain porte si loin. Cain réalisa qu'ils arriveraient trop tard à leur rythme actuel, alors il sauta de la calèche et fit une manœuvre digne des maîtres de l'ère d'Avatar. Arrivé sur les lieux, il traversa les monstres comme dans un jeu vidéo, sans aucune difficulté, choquant les chevaliers qui tentaient de se défendre. Ils demandèrent qui il était, et il se présenta comme le fils du margrave, les surprenant. Il soigna ensuite les chevaliers encore vivants et rangea les corps dans sa boîte d'objets. Son père arriva à ce moment, prêt à combattre les monstres, mais fut choqué de constater qu'il n'avait pas rencontré le groupe. Il remarqua bientôt l'écusson sur la calèche et réalisa qu'il appartenait à la maison du duc Santana. À cet instant, 2 jeunes femmes ouvrirent la calèche. En les voyant, il les reconnut immédiatement comme la princesse Telestia et Miss Silk. Il s'inclina aussitôt pour les saluer. Mais les filles étaient déjà épuisées et faillirent s'évanouir. Alors Cain proposa de faire un peu de magie pour les détendre. Il activa la magie de relaxation qui les envoya au 7e ciel. Et elles le remercièrent avec enthousiasme de les avoir sauvés. Les 2 filles commencèrent à le tirer entre elles. Et découvrant qu'il allait aussi au début, elles l'entraînèrent dans leur calèche, laissant Garm continuer son voyage seul. En chemin, les 2 filles le couraient après et ne le lâchaient pas, le mettant mal à l'aise, mais il devait rester calme. Elles atteignirent bientôt une halte pour la nuit, mais alors que Cain tentait de partir, elles l'arrêtèrent et lui demandèrent de rester avec elles, craignant toujours d'être attaqué par des monstres. Garm tenta de sauver son fils de ces jeunes femmes avides qui voulaient à tout prix être clapées. Mais les filles argumentèrent que Cain était le plus fort de tous, donc il devait les protéger. Cain accepta à contre-cœur, à condition que la chambre soit assez grande pour qu'ils dorment séparément. Cependant, en arrivant dans la chambre cette nuit-là, il découvrit que leurs lits étaient proches les uns des autres. Il protesta, mais les filles rapprochèrent les lits et se préparèrent à dormir avec lui, le rendant très nerveux. Les jours suivants, Cain eut du mal à dormir car son saucisson ne pouvait pas rester couché. Ils atteignirent enfin la capitale, et dès qu'il descendit de la calèche avec ses 2 sidechicks, le vice-capitaine des chevaliers royaux, Daim, apparut.
Il lui rendit hommage dès qu'il l'eut identifié, disant que ces hommes lui avaient dit qu'il avait protégé la princesse et la fille du duc. Cain présenta les corps des soldats disparus et Dame le remercia de les avoir aidés à organiser des funérailles décentes pour les soldats morts. Quelques instants plus tard, alors que Cain s'apprêtait à partir, Dayam l'attrapa soudainement et dit que le roi voulait le voir, le choquant. En entrant dans le palais, il vit une multitude de personnes qui attendaient pour le voir et le roi le remercia d'avoir protégé la princesse, soigné les chevaliers blessés et préservé l'honneur des soldats morts. Ainsi, en récompense, le roi lui donna le titre de baron, beaucoup d'argent et un manoir, choquant tout le monde. Cependant, les nobles se révoltèrent, disant qu'il était trop jeune pour recevoir la pairie. Mais le roi fit taire le gros lard parlant, demandant s'il aurait pu vaincre les orques comme Cain. Le roi demanda alors à Cain s'il était prêt à accepter le statut, et le petit frère accepta humblement, car pourquoi pas. Ensuite, le roi convoqua Cain et son père dans un salon privé pour le remercier spécialement à nouveau, ainsi que le père de Miss Silk. Ils s'inclinèrent tous devant lui, le mettant mal à l'aise, mais le roi lui dit qu'il ne le remerciait pas en tant que roi, mais en tant que père. Après cela, le roi s'enquit soudain de son avenir et mentionna qu'il voulait que Cain prenne la main de Télestia et Silk en mariage, le choquant. Ils ajoutèrent qu'ils ne les épouseraient pas tout de suite avant d'être en âge, mais qu'ils pourraient être fiancés. Le frère se demanda à quelle vitesse tout évoluait, mais quand elles continuèrent à le harceler avec les filles avides qui imaginaient déjà son magnum féconder leurs utérus, il n'eut d'autre choix que d'accepter les fiançailles. Les filles s'excitèrent alors et avouèrent qu'elles n'oubliaient pas les nuits qu'elles avaient passées ensemble, dormant si près les unes des autres. Le roi fut choqué, ces jeunes faisaient déjà des choses, et peu importe comment Cain essayait de se justifier, il ne faisait qu'empirer les choses. Le lendemain, Cain visita l'église pour prier, seulement pour que le service client divin réponde immédiatement et le tire dans le vide où résidaient les dieux. Cain perdit pas de temps à se plaindre à quel point ses capacités étaient busted, ce qui amena le dieu de la création à lui demander crûment s'il voulait devenir un demi-dieu. Il expliqua que les demi-dieux se tenaient aux côtés des monstres légendaires et des dragons divins, mais avertit que le pouvoir venait avec des limites strictes et une solitude particulière. Puis, comme quelqu'un désespéré de contenu, le dieu supplia Cain d'introduire des divertissements de sa vie précédente, car ce monde manquait totalement d'un dieu du divertissement. Plus tard, Cain fit des courses à contre-cœur avec sa mère et sa sœur, et fila aussi vite qu'un enfant fuyant les corvées. Debout dehors, s'ennuyant à mourir, il aperçut Parma, la vieille amie de Réni, l'air perdu devant une autre boutique. Cain s'approcha pour dire bonjour, et elle fut super excitée de le voir. Après une rapide mise au point, Cain apprit que Parma travaillait comme apprenti sous son oncle Timanis, qui paniqua immédiatement en découvrant que Cain était de sang noble. Cain ignora le léchage de bottes et demanda à jeter un œil au magasin. Après avoir regardé, Cain proposa une idée de jeu à Tamani, sortant un jeu de société appelé Reversi. La mâchoire de Tamani tomba, visiblement impressionné, alors Cain lui lança une pièce d'or comme investissement pour un prototype. Taminis essaya de refuser car son compte en banque vide n'avait jamais reçu autant d'argent. Mais Cain fit étalage de son aura noble et le convainquit de le prendre, affirmant même que c'était un acompte. En partant, Rini le regardait de côté, prête à le démolir pour l'avoir abandonné à son essayage de mode. Mais notre garçon lui lança habilement quelques mots doux, insistant qu'il savait qu'elle allait tout déchirer dans chaque tenue. Rini fondit instantanément, lui promettant un défilé exclusif plus tard. Quelques jours plus tard, alors que René transformait leur maison en sa propre semaine de la mode parisienne, Sylvia arriva pour dire à Cain que Timanis avait besoin de lui de toute urgence. Cain se précipita au magasin, où Timanis lui révéla l'épique prototype de Reversi. Cain fut surpris qu'il l'ait fait si rapidement, et le marchand lui dit qu'il avait dû se concentrer uniquement sur le projet, car les autres clients ne le payaient que des clopinettes. Cain leur apprit immédiatement comment jouer, puis il donna instruction à Tomanis de produire en masse une version basique pour le commun des mortels, et une version bougie pour les nobles. Quand Tominis mentionna être fauché pour financer tout le projet, Cain lui donna quelques pièces d'or supplémentaires, appelant cela un autre investissement. Tominis dit alors qu'ils avaient besoin d'un contrat béni par le dieu du commerce pour sécuriser les droits exclusifs pendant 3 ans, ce qu'ils firent rapidement. Cain demanda nonchalamment une édition deluxe flashy de Reversi pour impressionner les royaux, et la mâchoire de Taimonis tomba encore une fois car il venait de rencontrer l'Isaac Newton de ce monde. Le lendemain, la famille de Cain arriva au palais pour son bal de début. Pendant le trajet, Garm avertit Cain des Mama Matrones à la recherche de maris riches, et Cain l'assura qu'il gérait la situation. Au bal, ils croisèrent le duc Santana et Silk. Silk remercia Cain de lui avoir sauvé la vie, et Cain se lança aussitôt dans un discours charmeur, complimentant sa robe, ce qui fit demander au duc Santana si ce garçon n'était pas trop jeune pour le jeu de rise qu'il avait. Cain s'excusa aussitôt, expliquant qu'il avait l'habitude de toujours complimenter sa sœur, qui ne pouvait pas se reproduire sans. Soudain, la famille royale fit son entrée, et après le petit discours du roi à la foule, la famille de Cain vint le saluer à tour de rôle. Cain traita aussitôt Télestia de déesse, ce qui fit dire au roi de cesser de mettre sa fille en danger. Cain fit une transition en douceur en présentant au roi le jeu spécial Reversi, l'impressionnant tellement qu'il demanda une conversation privée plus tard. Après avoir salué les royaux,
Garm conseilla à Kane de se mêler aux autres petits humains comme lui. Mais Silk arriva aussitôt, entraînant Kane à l'écart pour boire un verre. Leur conversation paisible fut brutalement interrompue par Habit, un gamin pompeux accompagné de ses amis tout aussi désagréables. Habit s'attendait à ce que Silk l'admire, mais elle lui répondit froidement. Les amis d'Habit accusèrent alors Kane de manquer de respect à Habit, révélant qu'il était le fils de l'adversaire connu de Kane, le marquis Corgino. Pour éviter tout autre drame, Kane se présenta poliment. Mais Habit et ses amis crurent à tort que Kane n'était que le rejeton d'un baron et exigèrent du respect. Silk tenta d'intervenir, mais Kane insista calmement. Habit s'excusa d'avoir parlé grossièrement devant elle. Offensé, Habit défia Kane pour un duel à l'extérieur. Dehors, dans la cour, Habit et ses sbires montrèrent avec arrogance leur magie peu impressionnante. Kane esquiva facilement leur tentative pathétique, s'ennuyant rapidement. Silk, fatigué de ses bêtises, révéla enfin que Kane n'était pas juste un noble, mais le baron nouvellement titré lui-même. Habit et son équipe paniquèrent aussitôt, s'excusèrent abondamment et s'enfuirent humiliés. Ensuite, Silk dit avec enthousiasme à Kane qu'elle avait hâte d'informer Telestia du spectacle, mais Kane la supplia de ne pas le faire. Silk accepta en plaisantant de garder le silence à une condition, un rendez-vous avec Kane. Juste à ce moment, Telestia arriva, ayant entendu leur conversation sur leur rendez-vous. Alors que Silk faillit tout révéler, Kane lui couvrit rapidement la bouche, choquant Telestia qui trouva cela scandaleux. Quand Kane retira sa main, Silk clarifia qu'il discutait de son rendez-vous prévu avec Kane. Se sentant exclu, Telestia fit une moue adorable, poussant Kane à lui promettre un rendez-vous séparé, la ravissant immensément. Ravie, Telestia partagea aussitôt la nouvelle avec son père qui apparut juste derrière elle, informant calmement Kane que leur conversation privée couvrirait maintenant aussi sa fille bien-aimée. Quelques jours plus tard, Kane reçut enfin les clés de son nouveau manoir, livré personnellement par le conseiller du roi, qui s'excusa de l'absence du roi. Kane était secrètement ravi car cela signifiait qu'il pouvait éviter une autre séance épuisante de Reversi. Malheureusement, juste au moment où il essayait de s'éclipser, le duc Santana se présenta et le força à jouer. Comme s'ils étaient convoqués par magie noire, d'autres nobles apparurent les uns après les autres, tous le suppliant d'avoir leur tour. Après s'être à peine échappé sain et sauf, Kane arriva à sa nouvelle demeure pour découvrir qu'elle ressemblait à un garage hanté de films d'horreur. Mais Kane n'allait pas vivre comme un sorcier fauché, alors il claqua ses mains magiques et donna à tout l'endroit un relooking. En quelques minutes, la décharge se transforma en quelque chose tout droit sorti d'un catalogue de location de vacances de fantaisie. Se sentant comme un dieu de la rénovation, Kane s'allongea sur ses draps frais et savourait son succès jusqu'à ce que Sylvia fasse irruption et l'appelle en bas. Elle apporta les nouvelles femmes de chambre et le majordome, et après l'introduction, elle dit aux femmes de chambre de nettoyer, mais elles étaient confuses car Kane avait déjà nettoyé l'endroit en profondeur avec son hocus pocus. Sylvia partit chercher ses bagages, et Colon, le nouveau majordome, dit à Kane de retourner au manoir de ses parents, car ses grands frères rentraient à la maison. À la maison familiale, les frères de Kane l'accueillirent comme s'il venait de gagner un Grammy. Ils étaient ravis qu'il soit devenu baron. Quand sa sœur Rennie dit qu'elle avait hâte de voir la nouvelle maison, les garçons plaisantèrent qu'elle était hantée. Cependant, Rennie s'en fichait car elle croyait que Kane la protégerait si les choses devenaient effrayantes. Ils allèrent tous voir la maison, et le père de Kane, Garm, fut choqué de voir qu'elle ne ressemblait plus à une ruine maudite. Kane avoua négligemment qu'il l'avait réparée avec de la magie, rien de grave. Garm fut impressionné, mais voulait que l'endroit ressemble à un repère de chef, suggérant de l'art et de vieux cadavres de monstres montés. Comme s'il était convoqué par le chaos, un cri résonna dans les couloirs. Kane se précipita pour trouver son personnel en larmes devant le cadavre d'un énorme dragon rouge accroché comme un trophée. La mâchoire de Garm tomba plus bas que l'économie en récession quand Kane révéla que c'était son œuvre. L'homme faillit s'évanouir car les dragons rouges étaient des monstres de classe calamité qui nécessitaient normalement 5 aventuriers de haut niveau pour être abattus, mais Kane l'avait apparemment éliminé comme s'il tuait des mouches. Alors qu'ils digéraient encore cela, ils entendirent Rennie crier à nouveau, cette fois à propos d'une toilette qui projetait de l'eau. Garm essaya de faire comme si ce n'était que de la plomberie, mais après un rinçage royal, même lui admit que c'était une innovation de premier ordre. Il frappa ensuite Kane avec la bombe. Il devait organiser une fête de pendaison de crémaillère, ce qui fit que Kane eut l'air d'avoir appris que les impôts étaient rétroactifs depuis la naissance. Plus tard dans la nuit, Colonne lui remit une liste de nobles que Kane devait inviter. Et malheureusement Corgino, le marquis décrépit qui s'opposait à son statut de père, était sur la liste. Kane voulait sauter ce nom comme un épisode de remplissage, mais Kane insista. Kane remarqua que le roi n'était pas sur la liste, et Kane expliqua que seuls les nobles de haut rang pouvaient l'inviter. Vint ensuite la préparation des cadeaux pour les nobles qui venaient, et Sylvia lui dit d'arrêter d'être banal, et de faire les choses à sa manière. Alors Kane montra à nouveau sa magie, et créa des verres à vin personnalisés pour ses invités. Il a aussi fait des steaks hachés, et a fait faire un test de goût par Sylvia. Une bouchée et elle faillit s'évanouir de surcharge de saveur. Quand elle sirota le vin pétillant, elle semblait prête à épouser la bouteille. Juste au moment où elle allait en boire le reste, Colon revint avec la nouvelle que le roi voulait voir Kane. Au palais, le roi fit semblant de bouder pour ne pas avoir été invité, prétendant que le duc Santana se vantait. Kane lui tendit l'invitation,
et le roi s'illumina comme s'il venait d'être accepté à Poudlard. Kain rentra chez lui et lâcha la bombe royale sur son personnel, révélant que Télestia était sa fiancée. Les femmes de chambre faillirent s'évanouir et le majordome eut l'air de dire « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La soirée arriva et Kain accueillit les grands noms, trinqua avec ses verres à vin chic et les adultes burent comme s'ils n'avaient jamais connu la qualité. Quand le roi et sa famille arrivèrent, il reçut du steak et du vin et se comporta comme si Kain venait d'inventer la joie. Puis la reine de toutes les personnes prit Kain à part pour une démonstration de toilette. Le roi en essaya une et fut instantanément converti. Il déclara que son palais en avait besoin d'une d'urgence, et les invités applaudirent comme s'il venait de faire passer une loi. Mais la paix, c'est ennuyeux. Alors Corgino entra dans l'équivalent humain d'une toilette bouchée. Colon avait l'intention de le prévenir du dragon dans le hall, mais Kain l'arrêta pour que le vieux gros puisse apprendre une leçon. D'un regard au dragon, Corgino faillit mourir, hurlant comme s'il avait vu la faucheuse. Kain dut le rassurer qu'il était bien mort, contrairement à la fierté de Corgino. Alors que le marquis grincheux se dirigeait vers la salle de bal, tout le monde lui lança des regards de travers assez perçants pour couper la pierre. Soit l'homme était aveugle, soit il aimait être détesté car il se pavanait comme s'il possédait l'endroit. Il prit un grain, goûta le vin, et même si c'était clairement divin, il fit comme si ce n'était que passable. Puis il dévora le steak comme un gobelin affamé et demanda plus de sauce. Kain faillit exploser, mais Colin lui rappela que le type était toujours de rang supérieur. Essayant d'être civil, Kain lui offrit le verre à vin en cadeau comme à tout le monde. Mais ce type dit qu'il voulait tous les verres, tout le vin, et la recette secrète du steak aussi. Kain en avait marre. Au lieu de se battre, il le provoqua avec un meilleur cadeau. Corgino se dandina en espérant un trésor mais fut effrayé par le roi. L'homme s'effondra instantanément, rampant comme un lâche, et le roi, visiblement à bout de ses sornettes, le réprimanda pour son comportement minable et Corgino s'évanouit de honte comme un ver. Silk rattrapa Kain après toute la scène et dit qu'elle savait qu'il avait piégé Corgino. Kain admit que c'était une petite vengeance par inadvertance. Mais le roi entendit et demanda s'il l'avait vraiment utilisé comme appât. Kain avait l'air prêt à s'évanouir, mais Silk et le duc Santana trouvèrent cela hilarant, laissant Kain en détresse pendant que tout le monde riait de sa douleur. La semaine suivante, Kain se traîna jusqu'au terrain d'entraînement royal pour rencontrer Dime, après que le roi ait promis un espace de stockage pour une partie du butin surdimensionné de Kain. Dime le mena dans une pièce à peine plus grande qu'un placard à balai, ce que Kain rejeta immédiatement, car ses matériaux étaient bien trop grands pour cet espace. Quand Dime demanda ce que Kain essayait de stocker, Kain lâcha nonchalamment qu'il s'agissait d'un dragon de terre. Dime faillit perdre connaissance et, une fois qu'il réalisa que Kain ne plaisantait pas, lui dit de le décharger dans la cour pour que les chevaliers s'en occupent plus tard. Kain déchargea joyeusement son boss d'objets, révélant non pas un seul dragon surdimensionné, mais tout un zoo de monstres morts. Dime resta là, remettant en question chaque choix de vie qu'il avait mené à ce moment. Il n'arrivait pas à croire qu'un petit bonhomme avait vaincu seul ce qui aurait fallu des armées pour le vaincre. Par curiosité et peut-être par panique, il demanda si Kain était un héros ou le disciple des dieux. Mais Kain dévia comme un pro et insista sur le fait qu'il n'était qu'un jeune homme moyen qui devrait encore être à l'académie ABC. Alors que Kain essayait de sortir discrètement, Dime l'arrêta à nouveau, l'invitant cette fois à rejoindre les chevaliers pour leur entraînement quotidien. Apparemment, Dime voulait montrer Kain devant l'escouade. Kain accepta, et bientôt les chevaliers se rassemblèrent, pour entendre dire qu'ils allaient s'entraîner avec le surdoué du royaume. Un chevalier qui n'avait clairement aucun instinct de survie souligna que Kain n'était qu'un gamin, mais Dime lui dit de se taire et lui donna la chance d'être humilié en premier. Le type accepta probablement en pensant avoir une chance jusqu'à ce que Kain le mette KO en quelques secondes. Le chevalier resta là, honteux, essayant de comprendre comment sa dignité d'homme adulte avait été pliée par un humain si petit. Avant que Kain ne puisse s'échapper à nouveau, Dime suggéra qu'ils combattent le reste des chevaliers tous ensemble. Au moment où le groupe se préparait à se précipiter sur lui, une voix interrompit le chaos. Une elfe aux cheveux verts fit irruption sur la scène et enroula Kain comme si elle venait de retrouver son chiot perdu. Elle gronda l'escouade pour s'être liguée contre un pauvre garçon sans défense, pour que Dime la corrige en lui rappelant que ce même garçon avait vaincu 30 orques pour protéger les princesses. Le sourire de l'elfe se tordit instantanément en un défi et elle exigea un duel. Kain tenta de protester, affirmant qu'il n'avait pas d'armes, mais l'elfe avait déjà émoussé sa lame. Il n'eut donc pas d'autre choix que d'accepter le défi. Pendant qu'ils se battaient, les chevaliers regardaient avec admiration car Kain non seulement tenait bon, mais se déplaçait avec une précision qui égalait celle de leur capitaine. Puis, dans le style typique de Kain, il disparut et réapparut derrière elle pour porter le coup de grâce. Cela la fit immédiatement fondre et elle le déclara instantanément son mari, choquant tout le monde. Kain recula et insista sur le fait qu'elle s'était trompée de personne car il la connaissait à peine. Mais elle se présenta comme Tijuana, vicomtesse honoraire et fille d'un duc. Kain n'était toujours pas intéressé, disant qu'il était encore un jeune garçon, et essaya d'expliquer que les cougars n'étaient pas son type. Mais Tijuana lui rappela qu'en tant qu'elfe, elle survivrait à 3 générations et resterait toujours jeune. Kain se réfugia derrière Dime pour se mettre en sécurité, pour réaliser que l'homme dormait ou faisait semblant de ne pas exister.
Tijuana dit à Kane qu'elle avait déjà promis à son père de rentrer avec un mari, et si Kane voulait la permission officielle, elle l'obtiendrait directement du roi. Avant qu'il ne puisse s'échapper, elle ordonna à Dim de traîner Kane au château. Au palais, Kane se tenait là, se demandant comment il avait fini comme appât pour elfe, tandis que Tijuana informait avec confiance le roi qu'elle avait choisi Kane comme futur mari. Le roi faillit s'étouffer en apprenant la nouvelle et demanda le contexte. Kane expliqua qu'il l'avait battue dans un duel, et maintenant elle ne cessait de le poursuivre. Garmast demanda si Kane la connaissait même, mais Kane dit que non. Alors, le roi expliqua la situation. Tijuana était de la royauté elfique. Il y a longtemps, les elfes étaient réduits en esclavage. Mais quand le royaume d'Esfor fut fondé, le premier roi y intégra leurs terres pour les protéger. Comme son père dirigeait les elfes, Tijuana était techniquement une princesse. Le roi tenta de clore le débat en lui rappelant que Kane était déjà fiancé à Telestia et Silk, mais Tijuana dit que cela le faisait l'aimer encore plus. Le roi, désespéré, dit qu'il n'approuverait sa demande que si son père le faisait. Mais Tijuana, déjà un coup d'avance, dit que ce ne serait pas un problème. Puis elle tira Kane de sa chaise et hors de la pièce comme s'il était son nouvel animal de compagnie. Ensuite, le roi fixa les autres, se demandant toujours ce qui se passait, et raisonna que Kane devait cacher quelque chose, car il semblait vraiment étrange. Juste à ce moment-là, Dim mentionna que Kane avait éludé la question du disciple des dieux plus tôt, ce qui ne fit qu'accroître les soupçons. Alors le conseiller royal suggéra discrètement de le tester. Quelques jours plus tard, Dim trouva Kane ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis le dernier duel, et il dit qu'il avait été forcé de s'entraîner sans arrêt avec Tijuana, comme si elle était sous marijuana, et que cela commençait à briser son âme. Dim admit qu'elle avait l'habitude d'exagérer, mais mentionna aussi qu'elle s'était renforcée grâce à Kane. Puis la voix de Tijuana résonna au loin, et Kane essaya de disparaître à nouveau, mais Dim le saisit et dit que le roi voulait le voir. Kane suivit Dim au palais, où le roi, Garm, le duc et le conseiller royal attendaient. Le conseiller remit à Kane un livre qui était censé contenir de la magie de haut niveau créée par le premier roi. Kane s'illumina comme un sapin de Noël, ouvrit le livre et confirma qu'il était plein de sorts puissants, mais tous les autres le regardaient, confus. C'est alors que le roi expliqua le rebondissement. Personne d'autre ne pouvait lire le livre. Kane réalisa alors que le livre était écrit en japonais, ce qui souleva encore plus de questions. Le roi posa enfin la grande question. Qui était vraiment Kane? Et Kane décida de tout avouer. Il admit qu'il avait des souvenirs de sa vie passée au Japon, tout comme le premier roi. Quand Garm demanda si Cain était vraiment son fils, Cain lui dit que les dieux l'avaient confirmé lors de son baptême. Il admit aussi qu'il parlait aux dieux chaque fois qu'il visitait l'église. Entendant cela, le roi demanda à voir son statut, et Cain n'hésita pas. Après l'avoir lu, le roi dit que Cain avait le pouvoir de diriger le royaume. Cain les supplia de ne pas le traiter différemment. Il expliqua qu'il était d'abord confus et dépassé, mais que ses amis et sa famille l'avaient aidé à trouver un sens à cette nouvelle vie. Voyant sa sincérité, le roi promit de garder son secret, plaisantant même sur le fait de faire de Kane, Kane. Juste à ce moment, Tijuana explosa dans la chambre brandissant une lettre de son père approuvant le mariage. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle attrapa Kane et le traîna hors de la pièce une fois de plus. Après leur départ, le roi se tourna vers les autres et fit jurer à tous dans la pièce de garder le secret de Kane jusqu'à la mort. 2 ans plus tard, Kane se détendait dans la bibliothèque, profondément absorbé par un ancien livre écrit par le premier roi. Il s'avéra que le type avait été isekai par Truck-kun et transporté dans son corps d'origine. Kane était sur le point d'approfondir quand ses fiancés trop attachés, Silk et Telestia, se présentèrent demandant s'il étudiait pour les examens d'entrée à l'académie. Il dit oui. Mais à l'instant où elles suggérèrent d'étudier ensemble, toutes ces alarmes internes se déclenchèrent, et il s'enfuit plus vite qu'un rat fuyant un café à chat, prétendant avoir déjà des plans pour le lendemain. Alors qu'il pensait avoir évité la fête des pots de fer, Tijuana apparut comme un Pokémon sauvage et l'invita à un duel. Kane essaya de jouer le même scénario d'évasion, mais elle n'était pas d'accord. Pourtant, il s'enfuit à nouveau et rentra directement chez lui. Une fois à l'intérieur, il enfila sa tenue d'aventurier car c'était enfin sa 12e année dans ce monde fantastique et cela signifiait qu'il pouvait s'inscrire à la guilde. Man était prêt à commencer son activité secondaire de sa 2e vie. Mais juste au moment où il entra dans la guilde, il heurta un type aux cheveux roux. Kane s'excusa immédiatement, dit qu'il était là pour rejoindre la guilde et l'homme lui souhaita bonne chance comme un mystérieux mentor. Kane eut l'impression d'avoir déjà vu le type quelque part, mais ne pouvait pas le situer. Alors, il ignora et alla au bureau d'accueil. Il dit à la réceptionniste qu'il voulait s'inscrire, et elle lui tendit un formulaire. Après l'avoir rempli, elle lui donna un cristal, et lui dit d'y laisser couler une goutte de sang pour que ses statistiques soient inscrites sur sa carte de guilde. Elle ajouta qu'il commencerait au rang G, car il était nouveau. Kane la remercia et l'appela madame, mais elle le corrigea, et dit que son nom était Rita. Soudain, un groupe d'aventuriers de marque Walmart entra, et commença à la harceler. Leur chef remarqua Kane debout là, et essaya de l'attaquer. Mais Kane était différent. Un pas de côté plus tard, et le fou se retrouva au sol tout seul. Il essaya encore, puis amena ses 2 clowns de soutien, mais Kane les traita tous comme des mannequins d'entraînement et les balaya.
Juste au moment où leur chef allait sortir une arme, l'homme mystérieux aux cheveux roux réapparut et mit fin à tout ça. Il s'avéra que le type était Claude de la Flamme de Glace, ce qui fit fuir les voyous comme des cafards. Kane le remercia, mais Claude dit qu'il les sauvait vraiment de Kane. Ils prirent un verre ensemble, et Kane dit à Claude qu'il avait eu des tuteurs en grandissant, ce qui fit penser à Claude qu'il était un de ces gosses de riches. Kane demanda alors le nom de la Flamme de Glace, et Claude expliqua que c'était le nom de son groupe, car son épée était en feu, et sa femme lançait de la magie de glace comme Elsa sous stéroïdes. Il montra à Kane sa carte de guilde dorée, et révéla qu'il était un aventurier de rang A, mais dit qu'il ne serait pas impressionné avant d'atteindre le rang SSS comme le premier roi. Soudain, Claude fut frappé sur la tête par sa femme Lina qui arriva en trombe et le traîna par les oreilles comme une enseignante attrapant son homme qui séchait les cours. Elle fut cependant gentille avec Kane et lui dit qu'il était talentueux avant de traîner son mari comme un sac poubelle. Kane consulta ensuite le tableau des quêtes, mais réalisa que les quêtes de rang G étaient de simples courses. Apercevant une quête de gobelins de rang D, il la prit et s'apprêtait à partir quand l'univers lui lança un autre obstacle. Tijuana réapparut, comme si elle le suivait via ses AirPods. Dayam, qui était avec elle, expliqua que les chevaliers s'entraînaient à proximité, et c'est pourquoi elle était en ville. Kane leur dit qu'il venait de rejoindre la guilde et partait en quête. Et bien sûr, Tijuana se porta volontaire instantanément, comme s'il s'agissait d'une escapade romantique. Jim tenta de lui rappeler qu'elle avait du travail, mais elle lui dit de s'occuper de ses affaires car une épouse décente devait être présente pour la première quête de son mari. Pendant ce temps, Kane essayait de s'enfuir, mais Tijuana l'attrapa par le bras et le traîna dans la forêt. Pendant la quête, Tijuana agissait comme si c'était une lune de miel, riant et flirtant, mais Kane essayait de la garder concentrée et de la prévenir des gobelins à venir. Au lieu d'écouter, elle s'enfuit. Comme si c'était une sortie scolaire. Ils finirent par tomber sur un chariot renversé avec un homme blessé entouré de gobelins. Kane soigna l'homme pendant que Tijuana passait en mode berserker sur les gobelins. Alors que d'autres ennemis arrivaient, Kane lança un sort de protection autour d'elle pour qu'elle ne soit pas frappée. Elle élimina les gobelins avec aisance et rêvassait déjà à son mariage avant qu'un bruit fort ne secoue la zone. D'énormes lézards verts chargèrent. Kane lui dit de prendre l'homme et de filer, et qu'il s'occuperait d'eux lui-même. Peu après, Kane invoqua des piliers de glace qui jaillirent du sol, les transportant tous en un instant. De retour à la guilde, Kane raconta ce qui s'était passé à Recha. Quand il dit qu'il y avait 30 lézards verts, elle cria presque et fila trouver le chef de guilde. Le chef, Cédric, convoqua Kane et supposa immédiatement qu'il était un escroc essayant d'arnaquer de l'argent. Kane essaya de s'expliquer, mais Cédric était trop occupé à être bruyant et dans l'erreur. Il hurla à Ratia de se taire et menaça même son emploi. Puis il fit un caprice de pouvoir et révoqua la carte de guilde de Kane. Juste quand Kane pensait que c'était fini, le maître de guilde entra et demanda ce qui se passait. Cédric se plaignit que Kane était un menteur sans preuve. Le maître de guilde ignora ses absurdités et appela quelqu'un, qui n'était autre que Tijuana. Elle entra en courant, sauta sur Kane comme un koala et l'appela son mari. Kane murmura que leur fiançailles devait être discrète, mais il était déjà trop tard. Richie et Cédric eurent l'air d'avoir le cerveau en court-circuit. Le maître de guilde révéla alors que Kane était un noble, un baron, et son futur beau-frère, choquant Cédric qui faillit s'évanouir et tomba dans un mode suppliant, implorant Kane de lui pardonner comme un homme essayant d'éviter d'être licencié. Kane, restant calme comme d'habitude, lui pardonna et demanda s'il prendrait les cadavres de monstres. Le maître de guilde dit que bien sûr, et le fit passer au rang C. Tijuana, dans son exubérance habituelle, dit que ce n'était pas suffisant et demanda une promotion au rang A, puisque Kane avait oxy un dragon rouge à un âge encore plus jeune. Mais le maître de guilde dit que cela causerait un tollé parmi les autres aventuriers, car Kane devait s'occuper de bandits avant d'être couronné du rang A. Pendant ce temps, les dieux regardaient tout comme si c'était une télé-réalité. Ils convinrent tous que Kane était devenu bien trop fort et se demandèrent s'ils n'auraient pas dû lui donner les protections de niveau 10, mais l'un des dieux, Xenom, leur dit de ne pas paniquer car la force de Kane était nécessaire. Il révéla qu'Eren, un ancien mal scellé il y a longtemps, était sur le point de revenir et de tout détruire. Les dieux paniquèrent mais Xenom dit que c'était bon, car il avait déjà quelqu'un de prévu pour entraîner Kane et le préparer à la bataille finale contre le boss du monde. Quelques jours plus tard, Sylvia fit irruption dans la chambre de Kane en pleine panique, le réveillant pour avouer qu'elle avait oublié de le réveiller pour ses examens d'entrée et qu'ils étaient déjà en retard. Kane se prépara à la hâte et sprinta comme si des dettes étudiantes le poursuivaient, mais une fois hors de vue, il utilisa la téléportation pour se rendre directement à l'académie. Après s'être enregistré et avoir obtenu des indications pour la salle d'examen, il entra s'attendant à voir Silk et Telestia, pour constater qu'aucune de ses épouses n'était en vue et supposa qu'elles avaient été placées ailleurs. Bientôt, l'examinateur arriva et commença un cours sur la triche avant de passer à l'examen, et quelques minutes plus tard, Kane avait terminé. Une fois la partie écrite terminée, l'examinateur annonça que la phase suivante était le test de magie, ce qui enthousiasma Kane. Ils se dirigèrent vers la cour où l'examinateur leur dit de lancer leur sort le plus puissant sur une cible. Les étudiants avant lui se ridiculisèrent avec leurs attaques faibles, et arrivé au tour de Kane, il hésita, se demandant si utiliser toute sa puissance était autorisé.
Cependant, l'examinateur lui dit de ne pas s'inquiéter, que la barrière autour de l'endroit pouvait le supporter. Mais ce fut une grosse erreur. Il décida de se modérer un peu et d'utiliser quelque chose de petit comme une boule de feu, mais finit par exploser si fort qu'elle fit un énorme trou dans le mur. L'examinateur cligna des yeux plusieurs fois, vérifia que aucun étudiant n'avait été réduit en cendres, puis annonça nerveusement que c'était terminé et que la phase suivante était l'épreuve d'escrime. Ils se déplacèrent dans une autre cour, cette fois avec une liste d'aventuriers de rang A bien réelle pour les juger. Kane vit soudain Claude qui le choisit immédiatement pour un duel. Dès qu'ils commencèrent à s'affronter, le reste des jeunes furent pris de torticolis. Kane et Claude filaient dans la cour, leurs lames s'entrechoquant à une vitesse d'anime, à tel point que même Claude fut choqué que Kane puisse égaler ses mouvements. Finalement, l'examinateur interrompit le match, car tous les autres étudiants tremblaient déjà de manque de confiance en soi. Claude dit à Kane qu'il devait partir en aventure un jour, et disparut. L'examinateur dit finalement à Kane de rentrer chez lui et d'attendre ses résultats. Le lendemain, Kane se retrouva sur la sellette au palais, interrogé par le roi lui-même sur cette petite bombe magique qu'il avait lâchée pendant les examens. Alors Kane expliqua que ce n'était qu'un sort basique, et le roi soupira, lui faisant savoir qu'il avait passé le test dans la section des roturiers. Plus tard dans la journée, Kane vérifia le tableau des résultats et arriva premier. Silk le trouva et le félicita, probablement encore choqué qu'il n'ait pas été arrêté. Puis, Rain arriva et lui dit que puisqu'il était arrivé premier, il avait maintenant la glorieuse tâche de prononcer le discours d'ouverture de la cérémonie d'entrée. Lors de la cérémonie, Kane se leva et prononça un discours comme tous les motivateurs qui ne veulent que votre argent. Le roi est sorti ensuite pour bénir tous les étudiants. Une fois cela terminé, les cours ont commencé et le professeur a demandé à chacun de choisir son domaine d'études. Kane a choisi l'aventure, mais Silk et Telestia l'ont immédiatement pris à deux, disant qu'il avait des responsabilités nobles et ne pouvait pas simplement aller parader avec des épées comme un paysan. Après les cours, alors qu'il essayait de récupérer mentalement, Kane a vu un groupe de brutes de l'école encercler une fille. En regardant de plus près et en voyant ses oreilles, il a reconnu Parma. Sans perdre de temps, il est intervenu et a neutralisé les brutes. Mais ensuite, Silk et Telestia ont intercepté Parma et ont commencé à discuter avec elle. Pendant que les filles rattrapaient leur retard, Kane a soudainement entendu une voix dans sa tête. Kane a suivi l'appel étrange et est entré dans la bibliothèque de l'académie. Mais au moment où il a ouvert la porte, quelque chose l'a frappé violemment. La seconde suivante, il a disparu, téléporté dans un endroit inconnu sans contexte. Devant lui se trouvait une petite chaumière pittoresque. Alors Kane est entré, pour trouver un homme préparant tranquillement du café. Kane était déjà confus, mais son cerveau a complètement disjoncté quand l'homme l'a appelé par son vrai nom de la Terre, prouvant qu'il savait que Kane s'était réincarné. Quand Kane a exigé de savoir comment, l'homme a dit que Xenom le lui avait dit, puis s'est présenté comme Yuya. Ce nom a frappé Kane comme un camion, car l'imposteur barista décontracté n'était autre que le premier roi d'Esphore, le même type qui avait écrit ce livre de magie vieux de 300 ans. Kane a immédiatement supposé qu'il parlait à un fantôme ou quelque chose comme ça, mais Yuya l'a assuré qu'il était bien vivant. Kane a vérifié son statut, et effectivement, cet homme ne faisait pas que respirer. C'était le dieu de la création. Il se demandait comment cela était arrivé, et Yuya a expliqué qu'il avait créé ce nouveau monde dans lequel il se trouvait, choquant Kane. Kane essayait encore de comprendre le fait que son nouvel entraîneur était un code de triche vivant, quand Yuya lui a dit que les 7 dieux l'avaient personnellement embauché pour remettre Kane en forme. Kane a essayé de passer, et a dit qu'il n'avait pas besoin d'entraînement, alors Yuya l'a défié de prendre un biscuit de sa main. Cela semblait facile, jusqu'à ce que Yuya l'esquive et lui mette une épée sur le cou. Kane, maintenant pleinement conscient que c'était du sérieux, a demandé pourquoi il devait être plus fort. Et Yuya lui a parlé d'une catastrophe imminente nommée Eren, qui avait été scellée il y a 300 ans mais était sur le point de revenir et de gâcher la vie de tout le monde. Kane a demandé pourquoi Yuya ne l'arrêtait pas alors, puisqu'il était clairement plus puissant. Mais Yuya a répondu qu'il ne pouvait plus interférer avec les affaires du monde puisqu'il était maintenant un dieu. Pour couronner le tout, Yuya a jeté Kane sur une plage aléatoire et lui a donné une épée, lui souhaitant bonne chance pour retrouver son chemin à travers la forêt. Mais avant que cela ne soit possible, Kane devait atteindre le niveau 600. Kane savait que cela prendrait du temps puisqu'il était encore au niveau 300, et il a mentionné que ses proches s'inquiéteraient pour lui. Mais Yuya lui a dit qu'une année ici équivaut à un jour dans son monde. Puis Yuya a disparu. N'ayant pas le choix, Kane s'est jeté tête la première dans la forêt et a commencé à découper des monstres. Pendant ce temps, de retour dans l'autre monde, Sylvia a couru à la porte pensant que Kane était revenu, mais c'était juste Silk et Telestia faisant leur chasse quotidienne aux petits copains. Elles ont dit que Kane n'était pas venu en classe, et Sylvia a révélé qu'il n'était pas non plus rentré à la maison. Elle craignait qu'il ne se soit fait isekai à nouveau, mais Telestia lui a dit de se détendre et de croire à l'armure de scénario de Kane. Alors elles ont toutes convenu d'attendre à son manoir jusqu'à son retour. Pendant ce temps, Kane avait passé des mois à farmer dans la forêt et avait l'air de ne pas avoir dormi depuis son départ. Il a à peine réussi à isekai le monstre, le traînant, et s'est effondré comme une poupée de chiffon. Alors qu'il gisait au sol, espérant que la mort finirait le travail, il a entendu un bruit. Se traînant, il a trouvé une créature renard blessée. Kane était sur le point de l'achever jusqu'à ce qu'il ait un flashback de la nuit où il est mort sur Terre.
Ce moment lui a rappelé son vœu de protéger les faibles, alors il a utilisé le reste de son énergie pour guérir le renard et s'est évanoui immédiatement. Cependant, il s'est réveillé plus tard pour découvrir que le petit gars l'avait gardé, alors Cain a décidé de garder le renard et l'a nommé Haku. 4 ans passèrent. Cain et Haku devinrent des légendes de la forêt, survivant ensemble jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin la chaumière de Yuya. Yuya les a accueillis et a remarqué que Cain avait grandi en taille et en âge. Il a également remarqué Haku et a informé Cain que c'était un Fenrir, une bête sacrée. Il a ensuite dit à Cain qu'il pouvait former un contrat avec lui et Cain l'a fait. Après cela, Yuya lui a dit qu'il continuerait sa torture, maintenant sous un nouveau sadique nommé Durain. Cain a de nouveau posé des questions sur Eren, alors Yuya a promis de lui donner toutes les informations avant de partir. Durain n'a pas perdu de temps. Il a traîné Cain dans une montagne et lui a expliqué la hiérarchie du pouvoir. Eren était plus fort que Yuya. Yuya était plus fort que lui, et Cain n'était même pas sur le graphique. Si Cain voulait avoir une chance, il devrait d'abord vaincre Durain. Cain a chargé avec confiance et a été mis KO d'un seul coup de poing comme si c'était un mème. Il s'est réveillé dans une pièce aléatoire avec Haku remuant la queue comme si de rien n'était. Ils sont descendus où Cain a rencontré Ruri, la femme de Durain, et leur dragon de compagnie, ce qui a rendu Haku complètement jaloux. Ruri a servi le dîner, et Cain a pleuré devant la nourriture comme un jeune homme goûtant des bonbons pour la première fois depuis des mois. L'entraînement a repris le lendemain. Cain a tout essayé, mais Durain a continué à l'humilier. Un an entier s'écoula, et Cain ne parvenait toujours pas à le battre. Mais un jour, quelque chose fit tilt. Il se souvint de sa conversation avec Yuya, où il avait appris qu'Eren était autrefois le dieu du divertissement, jusqu'à ce qu'il devienne fou et transforme la vie en un spectacle sanglant grâce à un oracle, ce qui suscita immédiatement une détermination en lui. Pendant qu'il se battait plus fort, Yuya regardait de loin et s'excusait silencieusement, disant qu'il ne pouvait pas protéger les parents de Cain. Il s'avéra que les parents de Cain avaient également été convoqués à Esfor il y a des années et avaient accepté d'aider à arrêter Eren, mais ils moururent pendant le combat. Animé par le chagrin et la rage, Cain devint une bête et battit enfin Durain. Puis il sprinta jusqu'au cottage de Yuya pour visiter les tombes de ses parents. Il s'agenouilla et remercia Yuya de s'être occupé d'eux, jurant d'abattre Eren et de finir ce qu'ils avaient commencé. Avant de partir, Yuya redonna à Cain son corps de son âge d'origine et lui dit de prendre Haku avec lui. Durain apparut à ce moment-là et insista pour qu'il prenne aussi le dragon de compagnie, et Cain les remercia tous les deux pour tout, avant de dire au revoir. Juste avant de partir, Yuya lui tendit une épée et lui demanda de la livrer au roi. De retour au manoir de Cain, les chevaliers se préparaient à lancer une grande chasse quand Sylvia aperçut Cain qui rentrait comme s'il revenait de vacances. Elle éclata en sanglots et courut pour le serrer dans ses bras. Avec Silk et Telestia juste derrière, ils l'assaillirent tous d'amour et de cookies. Cain s'excusa d'avoir joué à Houdini un instant, puis commença à dévorer ses cookies comme s'il n'avait pas mangé depuis 4 ans. Le lendemain, Cain rendit visite au roi et lui remit la lettre de Yuya ainsi que l'épée qu'il avait reçue. En rapportant ce qui s'était passé, il laissa échapper accidentellement que son entraînement dans la dimension de Yuya avait duré 5 ans. Le roi haussa un sourcil, mais le duc Santana éclata de rire. Plutôt que de s'inquiéter de la dilatation du temps, Santana rappela à Cain que la guilde avait émis un avertissement pour qu'il achève sa quête ou perde son rang. Plus tard ce jour-là, Cain rencontra le maître de guilde qui l'informa qu'une partie de son rang A consistait à nettoyer les bandits des routes menant à la capitale. Sans perdre de temps, Cain partit. Quand il trouva enfin les bandits, ils étaient déjà en pleine bagarre avec Millie et Nina. Les deux filles furent surprises de le voir apparaître comme un combat de boss surprise. Mais après que Cain eut remarqué que Millie était blessée, il la guérit sur le champ et leur dit de lui laisser le reste. Les bandits essayèrent de faire les malins, mais Cain n'eut pas besoin de les écouter. Il les mit KO sans effort, sans même dégainer son épée. Après qu'ils aient été ligotés comme des chiots mal élevés, les filles et les nobles qu'ils escortaient le remercièrent pour le sauvetage. Quand on lui demanda ce qu'il faisait sur la route, Cain leur dit que c'était une quête de guilde. Millie haussa un sourcil, car les quêtes de ce genre étaient généralement pour le rang C ou supérieur. Cain sortit nonchalamment sa carte de guilde dorée, montra sa promotion, et les laissa sans voix. Le noble demanda quoi faire des bandits, et Cain lui dit de ne pas s'inquiéter. Au moment où ils entrèrent dans la ville, Cain traînait les bandits derrière lui dans un chariot à cage. Après avoir déposé l'homme chez lui, Cain découvrit qu'il était le père de Parma. Parma fut surprise de voir Cain debout là, mais son père expliqua qu'il les avait sauvés. Parma complimenta Cain pour avoir travaillé si dur un jour d'école. Et quand elle l'appela baron, Millie et Nina arrêtèrent de respirer une seconde. Pendant que Millie se dépêchait de s'excuser de l'avoir traité avec désinvolture, Nina souligna que Cain était le rêve de toutes les chercheuses d'or. Cain assura à Millie que rien n'avait changé et dit qu'elle et Nina étaient toujours ses maîtresses. Millie fut tellement émue qu'elle le serra dans ses bras comme si sa vie en dépendait, mais Cain se dégagea poliment et s'éloigna vers la guilde. Millie et Nina le poursuivirent car elles devaient aussi faire leur rapport. À la guilde, Cain dit à Reshia qu'il avait terminé sa quête. Pendant qu'elle se tournait pour informer le maître de guilde, Cain remarqua une situation familière se déroulant à proximité. Millie et Nina se faisaient harceler à nouveau par les mêmes aventuriers ratés d'il y a des années.
Les filles leur dirent de se taire et essayèrent de partir, mais il était clair que ces idiots ne comprenaient rien. Leur chef essaya d'attraper Millie, mais Kane attrapa sa main en l'air et le regarda si intensément qu'il lui ôta toute confiance. Le voyou reconnut Kane immédiatement, se souvenant de la raclée d'il y a des années. Lui et ses sbires reculèrent si vite que c'en était embarrassant. Alors que Kane continuait de les fixer comme s'il était sur le point de commettre un crime, Claude arriva, les faisant paniquer complètement. Kane s'illumina et courut les saluer. Claude et Lina. Quand Claude demanda ce qui se passait, Kane expliqua que ces losers harcelaient ses amis. Claude se tourna pour regarder les filles et fut surpris de voir des visages familiers. Kane demanda comment elles se connaissaient et Millie révéla nonchalamment que Claude était son grand frère. Après avoir appris que Kane avait été leur élève, Claude insista pour qu'ils aillent tous boire un verre, ce qui lui valut une tape sur l'oreille de sa femme. Devant un verre, Millie raconta à Claude qu'ils avaient récemment retrouvé Kane et ajouta qu'il était maintenant rang A. Claude fut choqué, mais s'était désintéressé depuis que Kane l'avait égalé lors de l'examen d'entrée. Nina ajouta que Cain était aussi baron, ce qui était une nouveauté pour Claude et Lena. Quand Millie demanda comment Kane était devenu si fort, il n'eut aucune idée de comment expliquer son camp d'entraînement multi-universel sans passer pour un fou. Mais elle ignora cela, disant qu'il avait déjà vaincu de puissants monstres pour fabriquer des sacs magiques pour elle de toute façon. Lena demanda combien ces sacs pouvaient contenir, et comme Millie n'en avait aucune idée, elle se tourna vers Kane qui promit d'en faire un pour elle. Après que Millie se fut évanouie de joie ou d'alcool, Kane réalisa qu'il avait école le lendemain et s'excusa discrètement. Après son départ, Claude remarqua que Laetitia regardait autour de la guilde comme si quelque chose lui manquait. Quand il lui demanda ce dont elle avait besoin, elle expliqua que l'école cherchait un aventurier pour enseigner un cours. Claude s'est immédiatement porté volontaire, comme s'il attendait une occasion de fuir sa paperasse. Le lendemain à l'école, Kane était surexcité à l'idée de montrer tout ce qu'il avait appris au camp d'entraînement de Yuya. Son enthousiasme s'est évanoui instantanément quand le professeur lui a dit qu'il n'avait pas le droit d'utiliser de magie offensive dans l'enceinte de l'école. Avec le niveau de puissance de Kane, un éternuement pouvait détruire une classe. Sans que Kane le sache, Claude, Lina, Millie et Nina le regardaient en spectateur. Voyant à quel point il avait l'air déçu, ils ont décidé d'agir. Pendant le cours d'aventure, le professeur a présenté les 4 comme instructeurs invités du jour. Claude a demandé à chacun de sortir sa carte de guilde. Kane, sachant que sa carte ruinerait sa vie sociale, a prétendu l'avoir oubliée à la maison. Claude l'a cru mais l'a prévenu de ne pas oublier la prochaine fois. Le cours s'est déroulé à l'extérieur pour des combats d'entraînement et les élèves se sont relayés pour affronter Claude. Kane a essayé de participer, mais ses camarades le poussaient sans cesse vers le fond de la file. Quand il est enfin arrivé devant, le cours s'est terminé. Kane a supplié pour un combat mais le professeur a refusé, disant qu'il fallait passer à autre chose. Claude lui a promis un combat la prochaine fois, mais le professeur a aussi rejeté cette idée, disant que l'école ne pouvait pas se le permettre. Surtout après avoir dépensé une petite fortune à réparer le mur que Kane avait fait sauter. Ce soir-là, Kane s'est dirigé en trombe vers la forêt pour se défouler. Des monstres ont été abattus, des arbres ont été tranchés, et toute la zone ressemblait aux séquelles d'un combat de boss. Un garde de patrouille a vu la destruction et a supposé que le diable lui-même s'était échappé. Il s'est précipité vers Garm et lui a dit que la progéniture du mal saccageait la forêt. Garm et ses soldats se sont précipités sur les lieux, mais Kane s'était déjà téléporté. Tout ce qu'ils ont trouvé était un trou géant et un terrain dévasté. Le lendemain, le roi a convoqué Cain et l'a interrogé sur la destruction dans la forêt. Cain a dit que les dieux ne lui avaient rien dit. Le conseiller royal a paniqué et a suggéré de former une alliance avec d'autres nations. Cain leur a dit de ne pas s'en donner la peine, et c'est là que le roi a exigé la vérité et Cain a avoué. Pendant ce temps, dans les restes de cette même forêt, un gobelin est tombé sur un joyau violet lumineux. Il n'est pas allé loin, un dragon l'a avalé tout rond, mais ce n'était pas une bête ordinaire. Il était contrôlé par Eren, qui retrouvait lentement son pouvoir à mesure que son ancien sceau continuait de s'affaiblir. À l'école le lendemain, le cours de Cain a été interrompu par une leçon surprise sur la magie d'invocation. Leur professeur a présenté un mage du palais nommé Grat, qui avait l'air d'avoir débarqué d'une convention de cosplay. Grat a expliqué les bases et a distribué des sceaux d'invocation, déclarant que si la magie d'un élève était assez forte, il pourrait former un contrat avec la créature invoquée. Cain, déjà sous contrat avec Haku et Jin, vibrait d'excitation comme s'il était sur le point de débloquer des personnages bonus. Les élèves ont commencé leur tentative d'invocation une par une, échouant plus lamentablement que des sorts bon marché lors d'un spectacle de magie pour immatures. Puis ce fut le tour de Cain, et l'excitation se transforma en panique. Il savait que sa magie avait tendance à attirer les catastrophes. Gras lui a dit de se concentrer et de verser sa magie dans le seau. Cain a fait exactement cela, et toute la zone s'est illuminée d'une explosion d'énergie assez forte pour le projeter en arrière. Quand la fumée s'est dissipée, Cain a levé les yeux et a vu un démon assis là tranquillement et se déclarant « Prince des Ténèbres ». Cain a instantanément créé un flash aveuglant pour cacher la scène à ses camarades avant que quoi que ce soit ne soit révélé. Alors qu'il portait la main à son épée pour achever la créature maudite qu'il venait d'invoquer, le démon s'est incliné avec nonchalance et a proposé de former un contrat. Selon lui, son nom était Seth
et il était tout à fait partant pour anéantir le monde au nom de Cain. Cain n'était pas partisan de la destruction de la vie, mais il a quand même accepté le contrat. Une fois Seth disparu, Grat a demandé si l'invocation de Cain avait fonctionné. Cain a prétendu que rien ne s'était passé. Ce soir-là, le roi a convoqué Cain, car apparemment Grat n'avait pas su garder sa langue. Cain a avoué qu'il avait invoqué le véritable prince des ténèbres et avait formé un contrat. Le roi a failli faire une attaque en imaginant ce qui se serait passé si Seth s'était déchaîné et avait rasé la capitale en 5 secondes. Il a exigé de voir le statut de Cain, mais a averti Grat de garder le silence. Une fois que Cain l'a affiché, le titre de demi-dieu était imprimé en haut. Tous dans la pièce se sont figés, et le roi a annoncé nonchalamment qu'il allait convoquer une audience royale. Sans laisser à Cain une chance de parler, le roi a décidé de le promouvoir au rang de vicomte et de lui confier une ville entière à gérer. De retour chez lui, Sylvia a essayé de convaincre Cain d'organiser une fête pour célébrer son tout nouveau titre. Avant même qu'il ne puisse répondre, Colonne a fait irruption et a annoncé la nouvelle que la forêt près de sa ville natale était sur le point de devenir le terrain zéro des monstres. Cain s'est précipité, où son frère aîné lui a dit que les créatures avaient recommencé à agir comme des bêtes enragées. Il a même mentionné que c'était la même ambiance qu'ils avaient ressentie des années auparavant, juste avant que les monstres n'attaquent la ville. Cain a dit qu'il irait dans la forêt pour vérifier. Après être parti, il est passé par la guilde pour recueillir des informations. Pendant que Rudy lui expliquait la situation, Millie et Nina apparurent et tentèrent de le dissuader, disant que la forêt était devenue un territoire de monstres. Cain ignora les avertissements et dit qu'il y irait seul. Une fois dans la forêt, Cain invoqua Aku et Jin pour l'aider à ratisser la zone. Chaque monstre qui surgissait était transformé en épave en quelques secondes. Pourtant, Cain ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose l'observait. Il invoqua donc Seth, qui confirma qu'un être puissant rôdait dans la forêt, un être qui avait le contrôle total des monstres de haut rang. Cain demanda plus d'informations, et Seth invoqua un autre démon sous ses ordres pour faire de la reconnaissance. Peu de temps après, d'autres monstres apparurent, et Cain les élimina à nouveau. Après cela, il laissa Seth et le démon, Alfred Pennyworth, s'occuper du reste pendant qu'il retournait à la ville. Quand Millie et Nina virent ce que Cain avait ramené, elles eurent l'impression d'avoir vu une armée de cauchemars. Claude et Lena apparurent, et Cain leur dit que c'était exactement le genre de bête qui rôdait dans la forêt. Pendant ce temps, au plus profond des bois, Seth et les autres démons localisèrent enfin la cachette d'Eren. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, Eren ordonna aux monstres de lancer une attaque sur la ville. Seth partit immédiatement à la recherche de Cain. De retour à la guilde, Cain sentit le chaos arriver avant même que les gardes n'aient dit un mot. Au moment où il sortit, Seth apparut et lui fit un compte rendu complet. Cain dit à Rudy d'alerter son frère et avertit les autres de se préparer au combat. Il partit pour la forêt, mais en chemin, il tomba sur Tijuana. Après avoir entendu parler de l'attaque, elle insista pour l'accompagner. Mais Cain lui dit de rester et d'aider à défendre la ville. Lui et Seth poursuivirent leur mission et arrivèrent juste à temps pour soutenir Dalmatia, qui gérait les choses en première ligne. Cain ordonna à Seth et Dalmatia de retenir la horde de monstres entrantes pendant qu'il avançait pour s'occuper d'Eren lui-même. De retour en ville, Tijuana resta pour aider à évacuer les civils, mais Millie refusa de rester inactive pendant que Cain se battait seul. Nina, Claude et Lena la soutinrent et rejoignirent la charge vers le champ de bataille. Dans la forêt, Seth invoqua ses généraux et les envoya comme des forces de l'ordre d'élite pour ralentir les monstres. Pendant ce temps, Cain confronta enfin Aaron, qui était assis calmement, regardant le carnage comme si c'était son film d'horreur préféré. Quand Cain lui dit d'arrêter l'attaque, Aaron dit essentiellement non parce qu'il jouait à un jeu pour voir à quelle vitesse l'humanité s'effondrerait. Puis il remarqua les yeux de Cain et réalisa qu'ils ressemblaient à ceux des personnes qui l'avaient scellé des siècles auparavant. Lorsque Cain confirma qu'il s'agissait de ses parents, Eren arrêta les plaisanteries et lança son attaque. Cain esquiva assez rapidement pour survivre, mais il savait qu'un coup le réduirait en cendres. Il appela Haku et Jin, espérant renverser le combat, mais Eren les repoussa comme s'ils étaient des mouches et enchaîna avec une vague de feu qui brûla tout sur son passage. Au même moment, Claude et les autres tenaient à peine leur position alors que les monstres les submergeaient. Heureusement, Tijuana arriva avec des renforts juste à temps et aida à inverser la tendance. Cain, en revanche, ne pouvait plus supporter de voir Haku et Jin souffrir. Il sauta entre eux et le feu d'Eren, encaissant le coup lui-même. Eren l'appela un imbécile, mais Cain s'en fichait. Il en avait assez. Avec la puissance de la pure obstination et des dommages émotionnels, il se chargea comme s'il était sponsorisé par tous les tropes d'animés existants et lança une attaque de niveau divin qui illumina le ciel. L'explosion était si ridicule que les gens la virent à des kilomètres. Cain ne s'arrêta pas avant que Seth et Dalmatia n'interviennent et ne lui disent qu'Eren avait été complètement anéanti. Les deux démons ne pouvaient pas croire que Cain avait failli anéantir toute la forêt avec sa sainte rage. Mais même eux devaient admettre que le type avait assuré. Alors que Cain courait pour retrouver ses amis, Seth et Dalmatia reculèrent et convinrent que les dieux avaient choisi le bon jeune problème pour le travail. Quelques jours plus tard, le roi convoqua Cain et lui donna une réprimande royale pour s'être mesuré à une menace apocalyptique sans supervision. Sa tension artérielle monta encore plus lorsqu'il apprit que Cain s'était battu aux côtés de Seth.
Mais une promesse est une promesse, alors le roi tint une audience formelle avec les plus hauts nobles et fit officiellement de Caïn un vicomte. Il lui confia un domaine près de la capitale à gouverner, probablement en espérant que Caïn ne le gâcherait pas non plus. Bien sûr, le chaos n'attendit pas longtemps. Peu de temps après que Caïn ait pris le contrôle de son nouveau territoire, un soldat rapporta au roi des nouvelles qui faillirent lui briser l'âme. Le premier jour de Caïn, des aventuriers avaient tenté de le malmener juste pour son existence et avaient fini par avoir besoin de soins médicaux à la place. Un groupe fut éjecté d'un bar après avoir harcelé une serveuse. Cela valut à Caïn une arrestation rapide par des gardes peu perspicaces qui ne réalisèrent pas qu'il mettait des menottes à un noble. Plus tard, des aventuriers tentèrent de s'introduire dans l'église pour la cambrioler. Caïn s'en occupa aussi, mais rien ne fit perdre plus la tête au roi que la dernière mise à jour. Caïn avait apparemment construit un nouveau château qui rivalisait avec le palais royal, et juste comme ça, la paix revint dans le royaume.